Bonjour à tous, on se retrouve pour notre point marché du vendredi. Désolé d'avance pour la voix, j'ai un rhume donc la qualité ne sera pas forcément au top, mais je me devais vraiment de faire ce point car au niveau du timing c'est assez important et il y a des sujets à aborder voilà, qu'il faudra scruter ces prochaines heures et prochains jours. On va démarrer par l'analyse crypto du Bitcoin et d'Ethereum sur le court terme. Et j'en profiterai pour vous montrer un nouvel indicateur de suivi de tendance qui est assez puissant et intéressant à exploiter. Ensuite, on fera un point macro avec également un nouveau tableau de bord qui va nous permettre de scruter l'état de santé de l'économie de manière générale mondiale avec les tensions qu'il y a actuellement. Et puis on finira par quelques indices boursiers. Allez, c'est parti pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc, lors de la dernière vidéo, j'avais fait un point où j'avais dit attention, le plus important c'est d'attendre la cassure de la trendline ici que l'on voit en jaune. Donc on va aborder beaucoup d'éléments, ça va être assez dense, assez chargé. J'espère d'ailleurs que ce partage vous plaira. Euh, donc, on est en daily. Cette trendline baissière ici, quand on est au contact de cette trendline, souvent on a un rejet. Ok. C'est le momentum vendeur justement qui fait son effet. Et justement, vous voyez, quand on a eu le contact ici le mardi 4 octobre, on a eu une succession de bougies baissières. Ok, donc là, c'est réaction baissière suite au contact de la trendline. Bonne nouvelle, depuis le 12 octobre, on a une réaction haussière sur la trendline. On est en train de la casser. On a des clôtures de bougies au-dessus de la trendline, en tout cas en dehors de la trendline. Ça, c'est un premier élément positif. Ça voudrait dire que déjà, on a beaucoup plus de chances de retrouver le haut de range qui se situe justement entre les 25 et 17 000 dollars, ok, grosso modo. Donc ça, c'est un premier élément important. Et d'ailleurs, en plus, ce qui s'est passé, là, ce que j'ai entouré, c'est qu'on voit une belle chasse au stop ici qui a eu lieu. Donc on a chassé beaucoup de longues de manière assez agressive. Donc en général, voilà, quand on a une petite chasse de liquidité, souvent le prix repart dans le sens inverse pour faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible gagnant sur la volatilité. Donc ça, c'est un élément important. Ça peut sous-entendre très probablement qu'on puisse retourner à minima sur le haut de range. Ok. Donc, ce qu'il est possible, euh, on voit d'ailleurs le triangle ici de compression que j'ai dessiné, c'est que justement, à ce contact-là, on puisse avoir une reprise haussière. C'est pas forcément systématique, et c'est pas parce qu'on a cassé la trendline que tout est gagné. On peut avoir un cas de figure où, justement, on ait une réaction baissière et on suive la trendline en dehors avant d'avoir justement un vrai réveil des acheteurs. Ok, c'est pas impossible. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné. En tout cas, déjà, c'est un premier combat gagné des acheteurs, c'est la cassure de la trendline. Euh, on va regarder d'ailleurs, j'avais noté sur la volatilité, on peut regarder le shop qui peut nous permettre de présager certains mouvements par rapport au triangle de compression. Pour le shop, je préfère me mettre en 4 heures. C'est un peu plus pertinent au niveau de la réactivité. On va voir s'il y a quelque chose. Euh, Bon, il a déjà eu lieu. Vous voyez, en gros, le shop, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de voir un petit peu la possibilité d'avoir un mouvement fort, de forte amplitude, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et c'est-à-dire que quand la courbe bleue passe au-dessus du niveau des 60, c'est un shop chargé, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'énergie qui s'est accumulée et qui a envie justement de sortir à la hausse ou à la baisse. Et vous voyez, regardez, on était en zone de surchauffe, entre guillemets, et qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a eu la succession de bougies haussières. Ok. Donc pour l'instant, on a un shop déchargé. On va attendre un petit peu que le cours reprenne un petit peu de vigueur. Et on regardera à nouveau ce shop de temps en temps pour voir un petit peu possiblement des mouvements à venir. Sur le sommaire, je vous avais parlé d'un indicateur. C'est pas le shop, c'est l'ADX. Donc bon, l'ADX, à quoi il sert? C'est un indicateur de suivi de tendance. C'est pas tout à fait comme le shop, c'est pas tout à fait comme le RSI. Sa particularité, d'ailleurs je vais couper ça, ce sera un petit peu plus lisible. La particularité de l'ADX, c'est que on peut s'apercevoir, alors ça dépend des réglages de chacun. Certains traders mettent le niveau à 25, d'autres à 20, d'autres à 30. Moi je le mets à 25, je le trouve un peu plus pertinent, un peu plus parlant. C'est-à-dire que vous voyez cette courbe rouge, quand la courbe est en dessous
voilà, de ce référentiel 25, il n'y a pas d'utilité à regarder l'ADX. Par contre, quand il rentre au-dessus des 25, cela permet en fait justement de conforter une tendance actuelle. Je m'explique, par exemple ici, on est rentré dans un niveau supérieur à 25, on était à ce moment-là sur une tendance baissière, et vous voyez, en ayant de la force, il a permis d'avoir une continuité de mouvement à la baisse. Ok, en fait, ça permet justement de conforter une tendance en cours avec, voilà, avec une intensité, on va dire, soutenue. Donc voilà, l'ADX, il permet justement de s'assurer qu'une tendance est toujours en cours. Il se regarde à plusieurs échelles de temps. Pour l'instant, rien de particulier sur l'ADX, mais on scrutera ça de temps en temps pour voir un petit peu s'il y a des tendances, c'est-à-dire que quand on verra une cassure à la baisse ou à la hausse, on regardera l'ADX et on verra un petit peu comment se comporte le marché sur cette reprise de tendance haussière ou baissière, parce que là actuellement on est en range. Au niveau du RSI, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant on voit le réveil des acheteurs, on a tendance à revenir vers la neutralité. Je vais enlever ça, ça sera plus lisible. Voilà, on est sur un point de neutralité à 50. Ça veut dire que potentiellement les acheteurs peuvent un petit peu se réveiller. Ok, donc ça c'est intéressant, ça permet toujours de pouvoir voilà, s'autoriser un retour en haut de range. Autre point, donc les objectifs pour l'instant ben, c'est clair, c'est rester au niveau du support et de garder le bottom actuel en construisant des figures de retournement de marché de type W. C'est ce qu'on attend. Ok, ça c'est le premier objectif. Et une fois qu'on reviendra justement sur ces niveaux de haut de range, il y a une résistance assez importante, on regardera justement comment se comportera le marché et est-ce qu'on aura des objectifs pour aller à des niveaux au-dessus et faire un vrai retracement. Parce que en fait l'objectif c'est quoi? C'est de faire un retracement. On a une tendance baissière qui se prolonge depuis novembre 2021. Le marché ne descendra pas jusqu'à moins 0, enfin en tout cas jusqu'à moins 20, jusqu'à moins 30 dollars. Il va s'arrêter de baisser à un moment donné. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on a des opportunités de retracement. Et le retracement, si le bottom reste celui du 17-18 juin à 17 500 dollars environ, l'objectif de retracement est très simple. En général, on transperce les 23,6 et on arrive à minima au 38,2 de Fibonacci. Ça veut dire qu'on aurait une volatilité depuis le bottom de environ 110% minimum. Et le retracement, en fait, au niveau des statistiques, c'est que il peut facilement arriver jusqu'au 50% de Fibonacci. Ok. Donc ça, par contre, ça nous ferait une volatilité encore plus élevée. Et on serait à 143% de volatilité, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire que la personne qui a envie de se positionner en longue sur le marché, donc ce que je conseillerais, moi, c'est d'avoir un stop placé en dessous le support. Ok. Et ensuite, positionner le take profit à 50 et avoir des take profit partiels, c'est-à-dire que j'attendrai pas justement d'atteindre les 50% pour prendre des profits. Ce que je ferai, c'est que je prendrai profit un petit peu au 23,6, un petit peu au 38,2. Ok. Parce que là, si vous voyez le risk-reward, il est assez important, il est assez impressionnant. Il est à 8,36 environ. Donc à voir comment on positionne le stop. Ça va influencer justement le risk-reward. Mais voilà, ce ne serait pas déconnant si on considère le bottom ici. On pourrait avoir des chasses de liquidité en dessous du bottom, mais ce serait des mèches. Et ce serait dommage parce que vous sortirez du jeu. Donc attention au positionnement justement de ce stop. On a dans tous les cas, je pense, un risk-reward très intéressant pour un potentiel retracement. De toute façon, il aura lieu tôt ou tard. Hein. Je vous garantis que voilà, le prix remontera tôt ou tard. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, j'ai fait une petite digression voilà, sur ce trade-là. En tout cas, objectif OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'analyse d'Ethereum actuellement et on va utiliser le compare. On va voir un petit peu au niveau de l'index. Il est là. Ok. Ethereum, vous voyez, hein, c'est quasiment la même chose avec un support qui est assez bien tenu pour l'instant. J'ai pas grand chose à dire sur Ethereum, si ce n'est que c'est à peu près la même chose que Bitcoin. On va regarder quand même le RSI.
On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du RSI. Donc je vais supprimer ça. Hop. Au niveau du RSI, vous voyez, c'est pareil que Bitcoin, hein. On a un réveil au niveau des acheteurs, enfin en tout cas une paire de force vendeuse. Sur le RSI, par contre, on n'est pas arrivé à la neutralité, vous voyez. La dynamique est un peu plus baissière. Voilà un petit peu la différence par rapport au Bitcoin. En tout cas, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que, en tout cas pour ma part, là le retracement n'a pas été très important ici. On pourrait avoir une continuité de retracement à la baisse pour construire justement des W. Ok. On pourrait avoir voilà, quelque chose comme ça avant de repartir à la hausse. Voilà, sur Ethereum, rien de plus. En tout cas, c'est quasiment voilà, la même chose que Bitcoin. Vigilance sur la cassure de la trendline qui, elle, par contre, la trendline ici, elle n'est pas encore... alors, je vais virer le canal et je vais mettre la trendline, ça sera plus parlant. Voilà. Donc on fera attention à Ethereum, parce que pour l'instant, on n'est pas arrivé au contact de la trendline. Ok. Donc ça, c'est un autre élément intéressant. On verra un petit peu, je pense qu'on a un peu le temps pour voir ce genre de mouvement. On scrutera ça sur les prochaines vidéos. On va regarder maintenant les contrats dérivés. Pour voir un petit peu si on peut avoir des données sur les contrats dérivés du Bitcoin. Donc, élément intéressant que j'avais noté, c'est que actuellement, bon là on est en H4, c'est que ici vous voyez sur la période là, du 5 octobre jusqu'à aujourd'hui, on a eu quand même une grosse augmentation de l'open interest. Et malgré en fait justement la chasse de liquidité dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, on a eu une open interest qui a augmenté, le prix a chuté, donc on peut sous-entendre que en plus il y a une majorité de shorts ouverts actuellement, et cela se confirme par cet indicateur ici où on voit la hausse ici en rouge d'augmentation d'ouverture de short. Ok, donc il y a des pessimistes sur le marché qui ouvrent leur short actuellement ici. Ce qui veut dire que si le market making veut continuer à faire son business, il aura d'autant plus d'intérêt à venir sur le milieu, voire le haut de range. Okay, donc pour l'instant, ça conforme la dynamique de retour sur un haut de range sur les prochaines sessions, en tout cas en H4 ou en daily. Donc voilà pour la partie contrat dérivé. Au niveau du fronting, il n'y a rien à dire, c'est totalement neutre, il n'y a rien à exploiter. Au niveau des liquidations, on a vu justement qu'on a eu une liquidation de short ici et de long juste avant. Donc sur la bougie, on va zoomer un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ici, voilà, on a eu liquidation de long et de short sur cette... et d'ailleurs, on va un petit peu... on va se mettre en H1, on va voir si on a un peu plus de détails. Voilà, ici, vous voyez, c'était une majorité de long qui a été liquidée. Donc ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure sur le Bitcoin, sur le marché spot. Et actuellement, on a une majorité de short qui est liquidée du fait de l'augmentation du cours et de l'augmentation de l'open interest. On va regarder maintenant les contrats dérivés. Pour voir un petit peu si on peut avoir des données sur les contrats dérivés du Bitcoin. Donc, élément intéressant que j'avais noté, c'est que actuellement, bon là on est en H4, c'est que ici vous voyez sur la période là, du 5 octobre jusqu'à aujourd'hui, on a eu quand même une grosse augmentation de l'open interest. Et malgré en fait justement la chasse de liquidité dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, on a eu une open interest qui a augmenté, le prix a chuté. Donc on peut sous-entendre que en plus il y a une majorité de shorts ouverts actuellement, et cela se confirme par cet indicateur ici où on voit la hausse ici en rouge d'augmentation d'ouverture de short. Ok, donc il y a des pessimistes sur le marché qui ouvrent leur short actuellement ici. Ce qui veut dire que si le market making veut continuer à faire son business, il aura d'autant plus d'intérêt à venir sur le milieu, voire le haut de range. Okay, donc pour l'instant, ça conforme la dynamique de retour sur un haut de range sur les prochaines sessions, en tout cas en H4 ou en daily. Donc voilà pour la partie contrat dérivé. Au niveau du fronting, il n'y a rien à dire, c'est totalement neutre, il n'y a rien à exploiter. Au niveau des liquidations, on a vu justement qu'on a eu une liquidation de short ici et de long juste avant. Donc sur la bougie, on va zoomer un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ici,
Voilà, on a eu liquidation de long et de short sur cette... et d'ailleurs, on va se mettre en H1, on va voir si on a un peu plus de détails. Voilà, ici, vous voyez, c'était une majorité de long qui a été liquidée. Donc ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure sur le Bitcoin, sur le marché spot. Et actuellement, on a une majorité de short qui est liquidée du fait de l'augmentation du cours et de l'augmentation de l'open interest. Donc voilà pour l'analyse des contrats dérivés actuellement, il n'y a rien de plus à dire pour l'instant. Je vous présenterai peut-être certains indicateurs supplémentaires qui sont peut-être intéressants côté investissement, comme le CVD par exemple, où on peut voir des zones d'accumulation. Je vous en parlerai lors des prochaines vidéos. Côté sentiment du marché, je voulais faire un petit tour justement sur certains indicateurs. On a le Fear and Greed Index qui est dans la peur actuellement. Donc sur un support, c'est assez normal. Je m'attendais par ailleurs à avoir un petit peu d'extrême peur, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. On a du coup de l'espoir qui est sur les réseaux sociaux ici, avec beaucoup d'espoir. Et on est sur du strong buy actuellement sur l'order flow. Donc c'est-à-dire que voilà, sur le support, on est en train d'acheter actuellement. Dernier point sur la partie crypto, la psychologie de marché. Je voulais vous aborder deux sujets qui semblent pour moi importants. Pour les investisseurs, laissez passer l'orage, point d'interrogation par rapport à cette trendline. Je pense pour ma part que c'est assez sage. Si vous êtes en mode DCA, si vous investissez un petit peu tous les mois, le petit conseil que je peux vous donner, c'est par contre, assurez-vous d'avoir du capital disponible pour une période assez longue, c'est-à-dire que j'envisage le DCA pour ma part jusqu'à mi-2023. Si vous n'avez plus de capital à investir dans 2-3 semaines, dans 2-3 mois, vous allez peut-être rater l'opportunité de prendre des plus bas. Et vous aurez un prix qui ne serait pas forcément lissé de manière optimisée. Ok. Donc ça c'est la première chose. Et puis par contre ça permet aussi, c'est l'opportunité en ce moment d'aller à l'essentiel sur les projets avec un fondamental solide et béton. Donc rester sur du concret avec du Bitcoin, de l'Ethereum et quelques autres altcoins tels que Solana, Avax, Atom, ADA et j'en passe. Donc regardez un petit peu le fonds d'art, regardez ce qui est solide, regardez ce qui est utilisé sur la DeFi. Voilà, ça permet un petit peu d'être sûr que l'investissement qui sera injecté sur ces alts ne sera pas perdu et que vous pourrez un petit peu récolter le fruit de cet investissement. Et on démarre l'analyse macro avec ce nouveau tableau de bord que j'ai confectionné qui permet d'avoir un petit peu un visuel sur plusieurs pays dans le monde en termes d'économie et on va dire tout ce qui est annexe à l'économie. J'ai noté, alors j'ai deux tableaux de bord, là je vous montre le premier aujourd'hui, puis je vous montrerai le second que j'ai fait également lors de la prochaine vidéo, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Sur ce premier tableau de bord, ce que j'ai mis, c'est que j'ai répertorié les taux d'intérêt des banques centrales, des grandes banques centrales actuellement. Ça permet de voir la tendance de la hausse des taux, et vous allez voir, il y a des choses assez surprenantes. Ensuite, j'ai mis les indices de l'inflation, pareil pour les grandes puissances mondiales, et puis pour certains pays, dont on voit justement des indices assez impressionnants. La quantité de réserves d'or détenues par certains pays, ça c'est assez important aussi à regarder. Et puis actuellement, ce qu'il faut aussi regarder, c'est les dépenses militaires, désolé, mais c'est un sujet assez important. Et puis la balance commerciale et le PIB. Ok. Donc voilà un petit peu le tableau de bord que l'on va scruter voilà, lors des prochaines sessions. Actuellement, ce que je voulais, voilà, le petit focus aujourd'hui, c'est le taux d'intérêt des banques centrales. Et regardez au niveau de la volatilité, ce qui m'a choqué, c'est le taux d'intérêt de la banque d'Argentine avec un taux à 75 points. C'est astronomique. Donc d'ailleurs, ça montre bien le taux d'inflation ici d'Argentine. Voilà, à 78,5. C'est une inflation gigantesque. Donc je plains les Argentins. La Turquie fait pas mieux, elle est à 83%, enfin 83 points, 83% de taux d'inflation. C'est impressionnant. Et puis ensuite, voilà, c'est les deux qui sortent du lot. Après, voilà, on est sur des niveaux en dessous de 15. Même si c'est important, ça reste vraiment décorrélé de ce qu'on vient de voir juste là. Et ici en gris, c'est
Donc c'est la Turquie, c'est ça. Donc la Turquie, en fait, elle a un taux d'intérêt qui est actuellement à 11 points, qui est très important. Mais on voit justement une tendance à la baisse, alors que normalement, quand on a de l'inflation, un des leviers, ce serait justement d'augmenter les taux. On voit que l'Argentine réagit comme elle peut, mais voilà, c'est apparemment pas suffisant. Enfin, on est sur voilà, des signaux assez, voilà, des red flags assez importants au niveau mondial. Euh, on va dire, on a aussi en bleu, alors j'ai mis des codes couleurs, vous verrez en bleu, normalement, c'est la Russie. Le rouge, c'est les États-Unis. Le blanc, c'est l'Europe. Le jaune, c'est la Chine. Et puis ensuite, le vert, c'est le Brésil. Et puis voilà. Donc c'est les mêmes couleurs pour les autres tableaux. Euh, j'ai fait un focus voilà, actuellement sur l'indice des taux d'intérêt directeurs. Et regardez l'inflation ici. Donc j'ai masqué volontairement certains pays. On voit en bleu, bleu ciel, c'est la France. En blanc, c'est l'Europe. En rouge, c'est les États-Unis. Donc l'inflation baisse au niveau des États-Unis. Elle baisse un petit peu au niveau de la France actuellement. Par contre, en Europe, de manière générale, elle est toujours en train de monter. On est arrivé à des niveaux de 10. Voilà, c'est assez inquiétant pour l'euro. Et puis si on regarde l'Inde, plutôt stabilisée à la hausse. L'Afrique du Sud, aussi une grande puissance. Alors pourquoi j'ai mis l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine? Vous avez sûrement entendu parler des BRICS, donc c'est un consortium de pays qui se sont réunis pour justement avoir des convergences justement de dynamique au niveau économique. Donc BRICS, bah, c'est Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine et puis c'est l'Afrique du Sud. D'accord. Voilà pourquoi j'ai mis ces pays-là dans mes indicateurs, parce que ce sont des pays en développement qui sont de plus en plus puissants et qui ont une influence sur l'économie de manière générale. Ok. Et d'ailleurs, on pourrait faire le parallèle avec d'autres alliances type OTAN, etc. Bon, enfin, en tout cas, c'est un autre sujet, mais voilà, il faut prendre en compte maintenant les BRICS justement des décisions politiques et économiques, parce que ce sont des pays qui ont un poids sur l'économie. Ensuite, la réserve d'or, pareil, je vous en parlais, c'est impressionnant pour les personnes qui ne sont pas au courant. Euh, Vous voyez ici, donc les quantités de réserve d'or, c'est en tonnes, ouais, c'est 8000 tonnes là. 8000 tonnes, c'est pour les États-Unis. Donc, ceux qui détiennent le plus d'or actuellement, c'est les États-Unis, de très loin. Et puis en deuxième, qui en possède un peu plus de 2 fois moins, c'est l'Allemagne. L'Allemagne avec 3300 tonnes d'or, plutôt stabilisé comme les États-Unis. Et puis vous allez voir les autres acteurs, c'est assez intéressant. C'est que ici, on a en bleu ciel la France. La France, on n'est pas dégueulasse, on est à 2400 tonnes. Ce qui s'est passé par contre, vous voyez, sur la période de 2004 à 2009, on a eu une baisse de réserve d'or. C'est assez intéressant, il faudra scruter, il faudrait un petit peu chercher à comprendre pourquoi on a baissé en termes de volume, qu'est-ce qu'on en a fait. Ici, de manière assez stable, l'Italie, on est quasiment ex aequo avec l'Italie au niveau des réserves. Je ne savais pas, mais vous voyez, l'Italie a une quantité de réserves d'or assez importante. Et puis, on a en bleu la Russie qui, depuis les années 2006-2007, ne fait qu'augmenter sa quantité de réserves d'or. On arrive à des niveaux proches des nôtres actuellement. Et la Chine, pareil, avec une croissance en jaune constante au niveau des réserves d'or. Donc on voit qu'il y a certains pays qui ont la volonté justement de récupérer de l'or. Pour ceux qui avaient vu mes précédentes vidéos quand j'analyse le cours de l'or, pour moi, vous voyez, le marché de l'or est assez manipulé. Et je pense qu'il y aura des mouvements assez forts dans les années à venir, parce que voilà, il y a quelque chose qui se joue. Il y a des éléments qui se jouent sur justement cette appropriation de cet indice, de cette valeur, qui aura un impact significatif sur les années à venir en termes d'échange. Et puis après, pour les autres, rien de particulier. Les Indiens qui en accumulent aussi.
Ici en violet c'est le Japon qui est plutôt stable avec une légère accumulation ici assez récemment. Et puis ici en fuchsia, c'est la Suisse. La Suisse dégringole au niveau de ses réserves. Elle avait un niveau très intéressant qui était quasiment celui de la France et de l'Italie. Et ils se sont retrouvés à avoir, voilà, à perdre quasiment trois fois le volume qu'ils avaient sur les précédentes années. Donc voilà, quantité de réserves d'or, élément assez important en termes de macroéconomie. Je voulais faire un petit focus aujourd'hui sur ça. Autre sujet un petit peu plus tendu en ce moment, mais il faut le regarder, c'est les investissements militaires. Donc bon, voilà, c'est sans appel. On est en milliards de dollars, d'accord, 800 milliards de dollars ici pour les États-Unis, donc les plus gros dépensiers en termes voilà, d'investissement militaire. On voit que la tendance est haussière en termes d'investissement. On ne s'étonne pas pourquoi. Et puis la Chine, pareil, également, avec des niveaux inférieurs. On est à 293 milliards de dollars d'investissement pour la Chine, mais avec une croissance également de son côté. Et puis après, par contre, quelque chose d'assez flat pour les autres puissances mondiales, avec malgré tout une croissance pour l'Inde en orange et pour la Russie avec une stagnation ici depuis 2017-2016. On n'a pas forcément beaucoup investi au niveau des dépenses militaires en Russie. Voilà. Et puis après, par contre, au niveau des baisses, on a justement le Brésil qui est en baisse d'investissement. On a la France, hop, si je dézoome un petit peu, enfin si je zoome, pardon. On a la France qui augmente, on a également l'Allemagne qui augmente légèrement, mais on a des niveaux, voilà, ils sont pas la même, c'est pas le même ordre de grandeur que ce qu'on a vu pour la Chine et les États-Unis. Donc vous voyez un petit peu le delta, là, le gros gap qui est entre certaines puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, c'est assez impressionnant. Dernier sujet sur la macroéconomie avec la Banque Centrale Européenne, et on a un article qui parle justement de ce que Christine Lagarde pense de la hausse des taux et de son outil, de son utilisation, et avec une intelligence remarquable, elle nous confirme que la hausse des taux est l'outil le plus approprié pour contrer l'inflation. Merci Christine, on était au courant. Et est-ce que c'est le seul outil? Et est-ce que cet outil n'a pas un effet pervers s'il est mal maîtrisé? Je m'explique. Par contre, pour pousser un petit peu l'analyse, c'est que si nous continuons d'augmenter les taux, nous pouvons rentrer dans une période récessionniste avec un ralentissement de l'économie. Et en fait, ce ralentissement de l'économie, il ne pourra se contrer que en réinjectant de la liquidité, en faisant de la création monétaire. Et cela, justement, occasionnera une augmentation de l'inflation à nouveau. Et c'est en fait le chat qui se mord à la queue et l'effet pervers du système. Donc Christine, merci d'avoir une analyse un petit peu plus poussée lors de vos interventions. Ce serait sympa de votre part. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un point marché. On sort un petit peu de l'ennui, donc on se retrouvera très possiblement la semaine prochaine. Je vais peut-être dissocier la macro de la crypto en termes de vidéos, parce que ça risque de faire des vidéos un peu longues. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord là-dessus, ou si vous préférez avoir une vidéo où on combine un petit peu la macro et la crypto, ou est-ce que vous voulez des vidéos plutôt séparées. Donc, justement, est-ce que vous avez apprécié justement le partage des tableaux indicateurs sur la macro et des indicateurs que je vous ai partagés sur la crypto, que ce soit l'ADX ou le shop? Voilà, laissez en commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre point marché. Ciao, ciao.